Dans une rue, la nuit, sur le bord d'un trottoir, sous un bec de gaz, un homme en noir, le regard fixe, tourmentant sa canne. À sa main gauche, une montre pend, l'aiguille marque les secondes. Gros plan de la montre marquant les secondes. Les secondes passent avec une lenteur infinie sur l'écran. À la 18e seconde, le drame sera terminé. Suffit que je dise 18 secondes et vous avez déjà tous compris. Le texte, bien sûr, est légendaire. C'est un texte d'Antonin Artaud, légendaire pas depuis tant que ça. Vous savez, c'est le premier scénario écrit par Artaud en 1927, par là, donc juste après les grandes écritures du Pesner, de l'Ombilique des Limbes, mais surtout avant les grandes expériences cinématographiques, donc les expériences de cinéma basées sur l'expérience. Le scénario, 18 secondes, c'est un truc qui part de la tête, il part de l'imaginaire de ce qu'une nouvelle technologie apporte à la question du récit, de la représentation, de l'entrée dans soi et de ce qu'on a dans le cerveau. Nouvelle technologie, attention, le cinéma, pour les gens comme Artaud, ça vient pas forcément de la photo, ça vient de la longue tradition de l'image animée. Vous savez, les lanternes magiques, comme chez Proust, on en a 15 000 petits cartons comme ça à la Cinémathèque de Paris, ça remonte au XVIIe siècle. Et surtout, la question du cinéma pour Artaud, ce qui s'explicitera plus tard quand il tournera Jeanne d'Arc, le procès de Jeanne d'Arc avec Dreyer, au moment du parlant, eux décident de faire un film muet. C'est-à-dire que l'idée d'Artaud, c'est que les images disposent elles-mêmes de leur puissance narrative. Si vous rajoutez le dialogue, si vous rajoutez les paroles, vous revenez en arrière au théâtre et c'est foutu. Et c'est en ce sens-là que ces 18 secondes nous intéressent. Alors, pas chercher midi à 14h, c'est dans la grosse édition Artaud, du Quarto du Artaud, qui est très très critiquable. Vous savez, je suis intervenu plusieurs fois là-dessus. Par d'autres côtés, mais qu'un instrument de travail, je ne vois pas comment on pourrait le contourner. Sinon, évidemment, dans les œuvres complètes qui vont jusqu'au tome 26, c'est avec les écrits sur le cinéma. Barthes a été le premier à en parler, des 18 secondes. Deleuze en a beaucoup parlé. Je vous mets le lien dans l'article en dessous. Il y a même, c'est encore une autre chose, ça. Vous savez, c'est dans les deux livres sur le cinéma, l'image temps, l'image mouvement, résulte de 2 ans de séminaire à la fac Vincennes, qui venait juste de déménager à l'époque à Saint-Denis, et dans ces improvisations préparatoires, Deleuze va souvent plus loin que dans les livres, et on peut réécouter cette conférence où il parle comme ça des 18 secondes d'Artaud. Allez, au mastic, tiers livre, atelier d'écriture, cycle personnage, on a fait 5 propositions, voilà la 6, il y en aura encore une autre. La 5, vous savez, était particulièrement difficile. J'ai eu des plaintes et des récriminations. Mais pour moi, c'était important. Il fallait descendre dans la cave. Il fallait voir... d'accord, on fait des textes sur les personnages, mais qui les écrit ? Qu'est-ce qu'on joue de soi-même ? Et pour savoir ce qu'on joue de soi-même, ce qu'on cherche de soi dans l'écriture par la contrainte, comme ça, du travail collectif, du travail sur un thème, de la question in vitro, c'est-à-dire on met sur la paillasse, l'autre est amont, de la beau comme la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, et bien là, on a travaillé sur personnage. Qu'est-ce qu'on joue de cette obscure pulsion qui nous pousse et nous meut chacun dans l'écriture ? Il fallait entrer là. Ce que j'ai proposé, pour ceux qui ont encore à m'envoyer les textes sur la 5, c'est une espèce de distension. Oui, on joue ces questions, on fabrique un personnage qui soit incarnation de notre rapport de l'écriture à ce qu'elle raconte, à ce qu'elle désigne, à ce qu'elle aspire. Et par contre, on met une espèce de chose opaque. On interdit d'interpréter ou d'expliciter ce fantôme et auteur à partir de sa vie ou ses propres questions ou son autobiographie. Et donc c'est cette distension, cette impossibilité de plaquer la fiction sur vous-même qui propose un nouvel espace, et la richesse des textes reçus en témoigne. Là, donc, on revient à quelque chose
qui peut-être va peut-être vous sembler plus basique, mais pas tant que ça, vous allez voir. Deux choses, une brève, et puis ensuite la plus solide. La brève, c'est que il s'est passé quelque chose dans l'ouverture de ce cycle d'écriture. Quand on a, vous savez, j'avais lancé ce travail comme ça sur trois personnages, des petits triptyques de personnages en trois phrases. Et puis, je ne me rappelle plus combien on a eu de participants, mais on est arrivé à un texte de plus de 1000 personnages. Et du coup, ces 1000 personnages, chacun en trois phrases, ont pris une espèce de vie autonome, qui n'avait plus rien à voir avec celle des auteurs. Une espèce d'aventure de langue, tout simplement. Mais aventure de langue avec de l'humain, avec de la quête, avec de la friction, avec du rauque et tout ça. Et c'est ce moment comme ça où un atelier d'écriture fusionne comme ça ne compte plus l'auteur individuel, compte ce qui se fabrique parce qu'on est ensemble, parce qu'on s'en va dans l'inouï, mais qu'on y va pas simplement avec la proposition, qu'on y va avec tout ce que les autres amènent, fournissent, proposent. Je voudrais qu'on retrouve ça, c'est-à-dire ce que je vous propose, c'est pas chacun d'aller faire votre petite démo, regarde-moi comme je suis bon dans ton exercice. Non, ce serait plus fin que ça. Mais vous le savez, puis on l'a fait déjà plein de fois. Ce serait tout de suite, les premiers à contribuer vont essuyer les plâtres, comme d'hab. Mais très très vite, on va se lancer dans quelque chose qui va absorber toutes les idées d'auteurs. Les auteurs seront bien repérés, identifiés, mais c'est cette continuité qui va devenir full anonyme. Cette idée d'exhaustivité, j'aimerais qu'elle soit présente. En ce moment, je suis en train de traduire le Uncreative Writing, ce livre de Kenneth Goldsmith, et dans un chapitre comme ça, il revient sur tous ces livres fous. Par exemple, un type dans les années 20 à New York qui décide de faire un livre fait de tout ce qui est parlé et dit à New York, histoire orale de notre temps. Et il arrive à faire croire que ce livre existe. Un reporter de New Yorker fait tout un papier sur ce livre. Or, le livre est une fiction, puisque c'est un projet par définition impossible. Mais Kenney retrouve comme ça la piste de plusieurs, et donc ces idées d'exhaustivité. Là, on était en train de discuter sur Facebook de ce livre de Gertrude Stein, 1933. Elle est à Paris. Elle écrit un livre qui s'appelle Making of Americans. Son livre, c'est dire, je prends une famille, je prends simplement les gens de cette famille. Et puis après, je prends les gens que connaissent cette famille. Et puis les gens qui connaissent les gens que connaissent cette famille. Et puis très vite, comme ça, si j'attrape comme ça, je vais pouvoir rejoindre l'humanité entière. Et mon livre sera l'Amérique entière. Évidemment, projet qui ne peut pas aboutir non plus. Mais là encore, cette idée de fil d'exhaustivité, ben moi, c'est ce que je voulais vous proposer. On va prendre les 18 secondes d'Artaud. Qui vous choisissez comme personnage ? Ce que vous construisez en vous du personnage, sa complexité, tout son décor, là où il est, sa généalogie, tout ce qu'on a travaillé dans les précédents exercices. Vous le saurez, mais moi, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que ce personnage que vous allez élaborer, il soit suffisamment solide, là, dans le sous-sol, dans le hors-champ, dans ce qu'on ne verra pas, pour que le texte, ce soit un fragment de 18 secondes de ce personnage. On réinstaure un cadre temporel. 18 secondes, mais dans ces 18 secondes, tout ce qui se passe intérieurement, tout ce qui se vient dans la tête, etc., etc. Donc on a de la camelote solide. C'est pas un texte qui demande, je vais revenir sur cette question de la temporalité, c'est pas un texte qui se lit en 18 secondes. 18 secondes, il se passe énormément. Ça va être ça, le cœur du truc. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce que vous construisez de votre personnage en arrière, vous avez même le droit de faire des fiches, de prendre des notes, de faire tout le roman que nous, on ne connaîtra pas, et de fabriquer ça pour que la partie du texte que vous m'envoyez et qui va inclure comme ça ce grand flux collectif que je voudrais continu, libre, ouvert, expérimentateur, en déséquilibre, en excès. Peut-être ce sera sans ponctuation, peut-être ce sera... je sais pas, on va voir, mais on a droit à tout. Ce que je voudrais, c'est que, par contre,
quand on lise le texte, on a 18 secondes d'un personnage, et 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 que ça fasse foule, et que le cercle ne finisse pas, et que ça s'ouvre comme ça en spirale. Alors, plusieurs questions. Un, le scénario d'Artaud. Ça, c'est ce que Barthes, là où Barthes a été le premier à mettre le point dessus. Ce texte d'Artaud nous fascine parce que le scénario d'Artaud est basé sur la durée moyenne d'un film en 1927. Et un film en 1927, regardez Mes instants Lovecraft, vous verrez ceux que, par exemple, The Last Laugh de Murnau, je ne sais plus comment ça s'appelle, le dernier rire, ou quelque chose comme ça, mais il y a un autre nom en français avec Emil Jannings. Cherchez Murnau, Emil Jannings, New York, et vous allez retrouver ce truc. Ça fait 80 minutes. Artaud, c'est ce qu'il dit. La durée du film, 80 minutes, elle ne suffit pas à exprimer ce qu'un individu ordinaire a dans la tête pendant 18 secondes. Alors méfiez-vous, parce que vous allez voir, le texte d'Artaud part dans tous les sens, et il y a plein de choses qui en découlent, chez Michaud notamment. Le spectateur est intégré. Le spectateur verra se dérouler devant lui les images qui, à un moment donné, se mettront à défiler dans l'esprit de l'homme. Cet homme est un acteur, dédoublement. Il est sur le point d'atteindre, etc., etc. Il a été frappé par une maladie bizarre. Il est devenu incapable d'atteindre ses pensées. Il a conservé sa lucidité entière, mais quelques pensées qui se présentent à lui, il ne peut plus lui donner une forme extérieure, c'est-à-dire la traduire en gestes et en paroles appropriées. Donc vous voyez, Artaud se donne, il dévisse ses propres boulons. Et ensuite, vision de l'homme chez le docteur, les bras croisés, les mains crispées à l'extérieur. Le docteur énorme au-dessus de lui. Donc à quel endroit on met la caméra pour voir le bonhomme en contre-champ? Et puis quand on voit les mains et où tout ça comme ça, qu'est-ce qu'on a découpé? Qu'est-ce qui est venu en gros plan? Ça, pensez-y fort. Dans ces 18 secondes, chaque image de ce que vous allez montrer doit être cadrée, refabriquée. Paysage. Vision de paysage fleur dans des éclairages somptueux, geste de malédiction de l'homme, vision du camelot dans la rue, puis dans sa chambre, la tête dans ses mains, comme s'il tenait le bloc terrestre. Et là, on a Artaud. Faites attention, à la fin, vous verrez qu'à la fin, Artaud retombe dans l'événementiel. Nous, non. On a 18 secondes. Mais s'il doit se passer quelque chose, le mec il traverse, je pense à Barthes, il traverse pas au bon moment, et puis une camionnette de blanchisseurs qui surgit, elle, au mauvais moment, non, c'est pas ça qu'on raconte, c'est ces 18 secondes. On a un cadre et tout est ouvert. Cette question du temps et des 18 secondes. Donc vous voyez, tout est là chez Artaud. Je découpe arbitrairement 18 secondes d'un personnage, ça veut dire que il faut que vous sachiez tout du personnage. Mais que vous le sachiez hors champ. C'est pas ce que vous allez dire. Il faut que vous construisiez mentalement ou matériellement votre personnage pour que, dans ces 18 secondes, ça tienne. Ça, c'est des vieilles leçons aussi du creative writing mode US, ou l'exercice qu'on fait dans toutes les écoles de Cinoche. Un type entre dans un taxi, pour savoir la phrase que va lui dire le mec du taxi, même si c'est « bonjour, ça va », ça ne marchera pas si c'est simplement ça. Vous, il faut que vous fassiez toute une fiche. Il y a même des logiciels comme Scrivener qui sont organisés tout entiers pour vous aider dans ce processus. Savoir la couleur, la voiture, c'est quel modèle, quel âge, quelle couleur, le type à quoi il ressemble, il est habillé comment, où il habite, s'il est marié, s'il a des enfants, qu'est-ce qu'il fait le soir quand il n'est pas dans le taxi, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et si vous construisez votre personnage, alors la phrase qu'il va dire quand un passager entre dans sa bagnole, elle va pouvoir être juste. Vous voyez, cette espèce de saut entre hors-champ qui ne se dit pas dans le texte, mais que vous avez à fabriquer, et ce qui fabrique la musique libre du texte, c'est-à-dire cette part qui ne dit pas tout, qui travaille par l'élision, mais où le lecteur va être, lui, mis en travail pour refabriquer de l'univers. Mais pour refabriquer de l'univers, il faut que vous soyez précis, que vous soyez juste, et que ça tienne, tenant sa tête dans ses mains comme le globe terrestre. Et là, ça ne fait pas de cadeau, l'écriture. Alors, ce sur quoi Barthes pointe le doigt. Vous savez que ce rapport du temps-récit et temps-référentiel, c'est des vieilles lunes, mais indispensables. On travaille toujours dessus, on travaille toujours avec.
Vous savez que moi je commence souvent par reparler du point d'équilibre. James Joyce, 24 heures de la vie d'un type ordinaire à Dublin, Leopold Bloom, et les 24 heures de Leopold Bloom se lisent en 24 heures. Il faut 24 heures pour lire le livre en temps réel du déroulement de la journée de Leopold Bloom, avec ce coup d'éclat monstrueux vers la fin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vers 23 heures, Bloom, qui s'est levé à 6 heures du matin, il faut bien qu'il aille dormir. Et donc, ce type, nous, on peut plus le supporter. Et là, tout d'un coup, juste à côté de lui, il y a Molly Bloom. Et Molly Bloom, elle ne peut pas non plus supporter cet avorton qui ronfle. Et donc, tout d'un coup, on glisse dans la tête de Molly. Et c'est ce fameux monologue intérieur, cette invention du monologue intérieur, et qui va faire comme ça la durée que James Joyce n'avait sans doute pas anticipé que son projet de 24 heures, ça ne pourrait pas tenir. Il y a 2 exemples de ces distensions. Moi, je fais toujours travailler mes étudiants sur Coltès, avec la première pièce de Coltès, La nuit juste avant les forêts. C'est un acteur qui s'adresse à un public, à l'origine en 1973, ou 1977, pardon, dans l'arrière-salle d'un café d'Avignon. Et tout ce que dit le type, c'est que je veux... Si il demande une cigarette, il la rattrape un passant. Non, si un passant était passé, il aurait fait le geste de le héler, il aurait demandé, etc., etc. Et toutes les histoires qu'il va raconter retraversent toujours ce point zéro où l'adresse, ou la superposition de sa propre adresse au spectateur devient un appel au conditionnel. Si quelqu'un était là, je l'appellerais comme je vous parle, et que cette traversée d'un point initial de temps nul fait toute la force unique de La nuit juste avant les forêts. Au point que, 10 ans après, Coltès écrit un texte qui est devenu classique, Solitude dans les champs de coton, un type immobile au milieu d'une dalle horizontale, un type qui descend d'un espace de lumière verticale, un immeuble qui traverse en diagonale, et au moment où ils se croisent, un échange de clins d'œil que Coltès rapporte à un événement réel, la première fois qu'il est à New York, il descend d'un hôtel minable, et puis un type est accroupi là par terre, échange de regards. Est-ce que toi, tu as un truc à me vendre? Est-ce que moi, j'ose pas te demander si tu fais la manche, etc., etc. Et voilà, Solitude dans les champs de coton. Là, temps, récit, la durée de la pièce. La nuit juste avant les forêts, Solitude dans les champs de coton, qui était prévu à l'époque d'ailleurs dans La tête de Bernard, non pas comme du théâtre, mais de la littérature dialogique, en disant je fais exprès des répliques bien trop longues pour qu'on puisse pas les jouer au théâtre. Raté mon gars. Et de l'autre côté, un temps référentiel qui est nul, l'échange d'un clin d'œil. Le syndrome inverse, vous savez, c'est le légendaire conte des années de Monsieur Bouvard et Monsieur Pécuchet. Il faisait 32 degrés et le boulevard Bourdon était désert. C'est Gérard Genette qui a fait le conte. Vous savez que ces 2 soixantenaires partent s'établir en Normandie pour leur retraite, se consacrent à un tas de passions successives. Si vous ajoutez tout ce que Bouvard et Pécuchet font dans le roman, il leur faut 260 ans à peu près. Donc là, vous avez espace narratif, le roman, vos 300 pages, et espace référentiel, quelque chose qui est complètement distendu. Vous y voyez mieux ? Vous avez un peu lâché le fil là dans mes histoires de Coltès et Bouvard et Pécuchet ou Joyce. Bah c'est pas grave, juste à savoir qu'il y a un curseur, temps référentiel, temps récit. Nous, c'est très simple. Temps référentiel, 18 secondes. Ce que fait le bonhomme avant, on ne sait pas. Ce que fait le bonhomme après, on ne sait pas. Ce qu'il y a à côté, de quoi il est fait, tout ça, on ne sait pas. Mais on a 18 secondes de la vie d'un individu. Ces 18 secondes, on verra bien, quand on en aura 50 ou 60 qui vont venir s'ajouter sur la page web, qu'est-ce que ça nous définit comme foule, comme humanité, comme récit souterrain, comme passerelle de l'un à l'autre. Vous pouvez jouer avec ça d'ailleurs. Comme forme de langue, tout est ouvert. Mais par contre, 18 secondes. Et tant à l'intérieur de ces 18 secondes, je voudrais juste vous demander une chose. J'aimerais qu'on puisse lire cette page comme un roman. Vous avez vu ce livre qu'on vient de boucler, On ne pense pas assez aux escaliers. La continuité de ces 220 pages, je crois il y a
89 interventions, 61 auteurs. Et moi, cet espace-là, il est nouveau pour moi. Et on le découvre ensemble. Qu'est-ce qu'on peut construire comme littérature parce qu'on est un auteur collectif? Et moi, je me suis frité avec quelqu'un, j'ai très mal pris, c'était très douloureux pour moi, qui a dit le chef, le patron. Je ne suis pas le chef, je ne suis pas le patron. Je cherche dans mes doutes. Ce que je partage ici, c'est mes doutes. C'est l'envie de littérature qui colle au monde, qui colle à ce qui est notre rapport au monde, qui colle à nos angoisses, qui colle à nos doutes, mais aussi qui colle à nos rires, à nos folies, et puis surtout qui colle à nos partages. Et ça, on peut le faire qu'ensemble. Moi, je suis heureux d'aller participer chez les autres. C'est bien ce truc-là, on est humble là, parce que ce qui se joue, c'est notre survie en tant que quête dans le langage. C'est pas pour mettre en avant du sens ou de l'engagement, toutes ces vieilles lunes et tout ça. On est dans la forme, dans l'invention formelle. Et on est aussi dans en quoi le support, le fait qu'on lise sur tous nos petits machins, le fait qu'on lise, écrive, qu'on ait cette lucarne comme ça, qui se glisse comme ça dans les interstices, qui les capte et qui devient à nous-mêmes comme ça ce lieu d'imaginaire et de rapport physique à l'autre, malgré l'appareil. Ben ça, oui, c'est une question où on peut être... dans laquelle on ne peut entrer que collectivement. Et donc, oui, je joue quelque chose qui est pas du tout, qui est complètement séparé pour moi. Dans 3 semaines, on aura fini cet atelier. La proposition 7, vous verrez, elle était prévue dès le début. On chemine vers elle, on va vraiment avoir du costaud. Et je suis vraiment heureux de ce qu'on a fait ensemble. Mais là, pour moi, la recherche, c'est pas même vos textes à chacun qui compterait, même si évidemment, oui, ça compte. Et c'est moi qui vais les mettre en ligne. Et je suis jamais fatigué de les mettre en ligne. Mais c'est cette chose collective qui va se déployer, fabriquer de l'inconnu. Si on est 80, ou si certains d'entre vous m'envoient 2 ou 3 contributions, on se dit, mais bon, attention, j'y vais doucement là, parce que sinon après, bon. Mais vous voyez l'idée. Allons chercher des inventions de textes. Ouvrons. On est en pleine rentrée littéraire, on est en pleine démonstration du pire. Bon, évidemment, et puis là, moi, j'en parlerai. Heureusement qu'il y a des singularités, heureusement qu'il y a des exceptions, heureusement qu'il y a des chercheurs, heureusement qu'il y a des combattants, des lutteurs. Mais en même temps, la norme, qu'est-ce qu'elle est triste. Ben, nous, dans nos petites machines, il faut qu'on invente des récits. C'est ce que je voudrais qu'on fasse avec cette proposition. Vous voyez qu'elle n'est pas hyper compliquée, mais vous voyez qu'en même temps, elle est sacrément culottée. Artaud, ça reste complètement neuf. Qu'est-ce qu'il y a comme héritier de cette chose, de ce qui se passe là? Évidemment, il y a des noms comme Chris Marker. Il n'y a pas tant que ça. Et dans ce pas tant que ça, nous, à revenir comme ça dans ces lieux de la fracture, dans ces lieux de la fissure, c'est le lieu de l'invention. La force d'Artaud, mais parce que Barthes a dit le loupez pas ce petit machin, 18 secondes. Puis après, il y a Deleuze qui vient. Oh là là, vous avez vu ça? 18 secondes. Bam bam, 18 secondes. Bam bam, 18 secondes. Bam bam, 18 secondes. Bam bam, 18 secondes. C'est à vous d'écrire. Vous êtes déjà en train d'écrire? 18 secondes. Bam bam, 18 secondes. Bam bam, 18 secondes. Bam bam, à vous. Allez, 18 secondes.